Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France Info. À la une du fil info, aujourd'hui, un corps a été retrouvé dans les décombres de l'immeuble effondré à Paris. À ce stade, pas d'identification. Une personne est toujours portée disparue, une enseignante de couture de l'Académie américaine. L'armée russe a permis d'éviter la guerre civile. C'est le message qu'a fait passer Vladimir Poutine aujourd'hui en s'adressant aux militaires. Après la rébellion de Wagner, le président russe veut reprendre la main. Pour sa part, le chef de Wagner, lui, est attendu en Biélorussie mardi, selon les informations du président biélorusse Loukachenko. En France, Emmanuel Macron veut repenser le temps scolaire, notamment la dynamique des vacances. Déclaration lors de sa deuxième journée de déplacement à Marseille. Le président veut s'inspirer du modèle allemand, vous l'entendrez. Et puis cette question, l'Union européenne va-t-elle revoir à la baisse ses engagements pour la planète? La Cour des comptes de l'UE alerte, le financement n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs de réduction de CO2 en 2030. Par ailleurs, un texte très important sur la restauration de la nature a été retoqué en commission environnement. On en parlera avec notre correspondant à Bruxelles, Julien Gasparuto, et avec nos invités. Près de 4 jours après la rébellion avortée de Wagner en Russie, Vladimir Poutine a pris la parole pour raconter sa version de l'histoire. Ni l'armée ni la population n'ont soutenu la mutinerie, dit-il, et les forces armées russes ont permis d'éviter une guerre civile. Des mots pour tenter de garder son armée soudée dans le contexte de la guerre en Ukraine. On écoute Vladimir Poutine. Cette mutinerie aurait pu nous amener au chaos, à coup sûr. Ils ont défendu la Constitution, la vie, la sécurité et la liberté de nos citoyens. Et ils ont préservé notre patrie du chaos. Ils ont arrêté la guerre civile, on peut le dire. Et des questions se posent autour du chef de Wagner, Evgeny Prigojine, pour savoir où il se trouve. Mais le président biélorusse Loukachenko lui assure qu'il est attendu mardi en Biélorussie. Nous verrons donc ce qui se passe dans les prochaines heures. Une chose est sûre, c'est que la ministre française Catherine Colonna a réagi à la rébellion avortée de Wagner et à la situation en Russie depuis ce week-end. Nous n'avons en rien l'intention de nous émisser dans ce qui est une affaire intérieure russe. Mais notre responsabilité reste plus que jamais de continuer d'être extrêmement vigilants et de continuer à aider l'Ukraine à se défendre. Vigilance et aide qui sont plus que jamais nécessaires dans ce moment d'instabilité nouvelle, instabilité qui est causée par la Russie et dont elle-même commence à voir les conséquences sur elle-même. En France, Emmanuel Macron poursuit son déplacement à Marseille et il a évoqué le chantier de l'école. Il veut repenser le temps scolaire sur l'année, notamment les vacances. Le président qui souhaite s'inspirer du système allemand, on l'écoute. On a aujourd'hui des enfants qui ont 2 mois et demi parfois de vacances. Quelques-uns presque 3 mois de vacances. Mais on doit concerter ça, on doit le travailler. Pas pour l'année prochaine, c'est un peu juste. Mais il faut repenser ce temps dans l'année. C'est parce que les enfants partent trop tôt et ont des vacances qui se sont plutôt allongées durant ces 20 dernières années que vous avez vos mêmes enfants, quand vous les comparez avec les voisins, qui arrivent crevés tous les soirs. Et qui, vous dites comment les Allemands font pour avoir du sport l'après-midi? Et parce qu'ils ont un temps scolaire qui est réparti différemment dans l'année. Et l'école, Éléonore Bailly s'y est penchée aujourd'hui. Bonjour Éléonore. Alors Emmanuel Macron vient voir ce que devient son projet d'école du futur. Vous nous expliquez tout. Donc c'est un projet qui a été lancé il y a précisément 2 ans lors d'un passage du président de la République dans la cité phocéenne. Il a été mis en œuvre il y a à la rentrée dernière, en septembre 2022. Elle s'adresse à en fait 82 établissements de Marseille sur 470. Le but du président de la République en fait c'est de tester les nouvelles manières d'enseigner, de planter des graines et de voir celles qui vont germer pour éventuellement les replanter en France, apprendre une manière différente en fait de commencer à apprendre. Les projets, c'est quoi? C'est par exemple un programme de musique et de gestes pour apprendre à lire. C'est un programme très sérieux qui a été mis au point par des neuroscientifiques. Il y a aussi un laboratoire de maths qui est actuellement testé dans une école maternelle de Marseille. On y apprend à compter en manipulant des jeux de construction. Une enveloppe de 2,5 millions d'euros a été débloquée spécifiquement pour cette école du futur de Marseille et près de 80% des écoles qui sont concernées sont en REP. Ce sont des réseaux d'éducation prioritaires. Alors Marseille comme laboratoire pour que le projet après soit étendu à l'ensemble de l'Hexagone ?
Eh bien, c'est également ce qu'a annoncé le président de la République il y a précisément un an. Pour le moment, 5 954 projets ont été déposés auprès des académies, des projets pour lesquels 500 millions d'euros vont également être débloqués d'ici 5 ans. Ces projets, ce sont les académies donc qui les reçoivent et qui donnent ou pas leur accord. À ce jour, 2300 ont été validés, mais une incertitude pèse encore sur quand ça va commencer. Pour le moment, aucune date n'a été communiquée. Merci beaucoup, Éléonore, pour toutes ces précisions. Emmanuel Macron qui parlait éducation aujourd'hui et qui hier a parlé sécurité dans la cité phocéenne et plus généralement dans le département des Bouches-du-Rhône. Bonjour Louis Augry. Bonjour. Vous travaillez pour Vrai ou Fake. Emmanuel Macron, on l'a entendu se féliciter de chiffres très positifs sur l'insécurité. Exactement. En marge de sa visite, le président français s'est félicité des résultats du plan Marseille en grand. D'après lui, il y a plus de policiers sur le terrain, plus d'enquêteurs, plus de magistrats. Et tout ça, forcément, ça porte ses fruits. Sur Twitter, il met en avant ce chiffre. 70 points de deal démantelés en 2 ans et 3 commandos de tueurs interpellés. 600 armes saisies en 2023. 6000 consommateurs de stupéfiants verbalisés rien que dans les 6 derniers mois. Il dit aussi que les atteintes aux biens ont reculé de 4% depuis le début de l'année. Alors, on peut dire que ce sont des chiffres valorisants sur la question de la criminalité. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Un vrai ou fake, vous savez, on aime bien les chiffres. Alors, on a regardé un petit peu tout ça. D'abord, il y en a un qu'on avait envie de préciser un petit peu. Ce sont ces 4% de baisse des atteintes aux biens. On savait pas bien de quoi il s'agissait, alors on a contacté la préfecture des Bouches-du-Rhône, et ça c'est vrai, il y a une baisse des cambriolages, des vols de véhicules ou des vols contre les particuliers. Alors ça c'est les atteintes aux biens, qu'est-ce que ça donne du côté des atteintes aux personnes ? Eh bien ça, vous remarquerez qu'Emmanuel Macron, il n'en parle pas, il ne le met pas en avant, alors que dans les 5 premiers mois de l'année, il y a eu dans les Bouches-du-Rhône une hausse des atteintes volontaires à l'intégrité physique de l'ordre de 5%. Du côté de la préfecture, on se défend en nous disant qu'il s'agit surtout de violences intrafamiliales et sexuelles, et que c'est aussi le résultat d'une libération de la parole. Mais vous le savez, surtout à Marseille, il y a un point noir, un chiffre que l'on met souvent en avant et que là, Emmanuel Macron oublie un petit peu de noter, c'est le nombre d'homicides à Marseille. Depuis le début de l'année, il y a eu 23 homicides recensés dans la cité phocéenne. C'est déjà plus que l'année dernière à la même période. En juin 2022, il y en avait eu 18, alors que c'était finalement une année particulièrement meurtrière. Des règlements de compte qui sont majoritairement liés au trafic de drogue. C'est l'un des points principaux d'ailleurs mis en avant par les Marseillais lors de leurs échanges hier avec le président de la République. Merci beaucoup Louis, c'est toujours intéressant de remettre les chiffres à leur place. Merci beaucoup. On va partir en Espagne à présent, dans le sud du pays précisément. 45 degrés enregistrés à Séville, le pays qui suffoque, qui fait face à sa première vague de chaleur de l'été, après des températures déjà très élevées au printemps, on en a beaucoup parlé. Depuis 10 ans, ces vagues de chaleur en Espagne, elles n'ont fait que s'intensifier et se multiplier, conséquence directe du changement climatique induit par nos activités. Alexandra Lay. Un soleil écrasant, une atmosphère quasiment irrespirable. Nous sommes encore au mois de juin à Séville, il fait 45 degrés. Chapeau, éventail à la main, chacun tente d'atténuer la chaleur assommante. Quand vous êtes dehors, avec ce soleil, ça vous met un coup sur la tête. Ça vous rend étourdi. Rares sont les touristes à s'aventurer aux abords de la place d'Espagne, aux heures les plus chaudes. Tout dépend comment on supporte la chaleur. Pour nous, ça va. On profite du soleil. Ces ouvriers, eux, sont obligés d'être plus prudents et de commencer 1 heure plus tôt le travail. Question de survie. Il y a 3 ans, j'ai eu 4 coups de chaleur en travaillant. Des coups de chaleur où on perd connaissance. Aujourd'hui, je suis très prudent, j'en ai peur. À Valence, on cherche un peu de fraîcheur sur cette promenade qui longe la mer. Le soleil au zénith. Ces habitants du sud de l'Espagne ont l'habitude de ces chaleurs extrêmes, mais ils s'inquiètent. Elles sont de plus en plus précoces. Chaque année, c'est de plus en plus chaud. Ça va devenir impossible pour nous de sortir, de faire quoi que ce soit. Je laisse le ventilateur tourner toute la nuit, mais c'est ce qu'on récolte en ne prenant pas soin de notre planète. Cette envolée des températures partout en Espagne a d'ores et déjà conduit les autorités à activer leur plan anti-chaleur pour protéger les plus vulnérables. Le réchauffement de l'air et de l'eau, on vous en parlait hier, on continue aujourd'hui. Il a des conséquences sur les mers et sur les océans. C'est ce que les scientifiques appellent la canicule marine. On va voir l'illustration de cela en Bretagne. Reportage signé Isabelle Rettig et Nicolas Corbard.
Les vacances n'ont pas encore commencé, mais sur cette plage près de Lorient, ils sont déjà nombreux à profiter du soleil et de la baignade, d'autant que l'eau a perdu de sa fraîcheur. Je pense qu'aujourd'hui elle est à 20, peut-être même plus. Elle devrait être à 18, voire en dessous. Habituellement, les autres années, c'est pas comme ça. On ne se baigne pas aussi facilement qu'aujourd'hui. On apprécie parce qu'on est heureux d'être au soleil, mais c'est pas normal. Car la température de l'eau est actuellement supérieure de 2 voire 3 degrés au normal de saison. Ce réchauffement touche tout le littoral breton, mais surtout la côte sud, de la baie d'Audierne à Belle-Île, avec des températures proches de celles habituellement observées au mois d'août. Ce phénomène s'explique par des conditions de blocage météorologique. Donc on a eu un anticyclone sur l'Europe du Nord qui a favorisé un temps très ensoleillé avec un fort rayonnement à la surface de l'océan. On a eu des températures également qui étaient nettement au-dessus de la norme. Et donc tout ça, ça a favorisé l'absence de brassage de l'eau. Et du coup, à la surface, la température de l'eau a nettement progressé. Ces canicules marines sont-elles appelées à se renouveler? Sur quelle durée? À quelle échelle de température? Pour l'instant, les scientifiques l'ignorent et ignorent aussi quelles seraient leurs conséquences à long terme. Mais la biodiversité pourrait être impactée en bien ou en mal. On a des animaux qui vont pousser plus vite. La reproduction est avancée. Les dates de reproduction sont de plus en plus précoces dans le temps quand il fait plus chaud. Mais c'est également vrai pour les organismes pathogènes, par exemple, qui peuvent infecter ces animaux-là, qui vont avoir tendance aussi à se multiplier beaucoup plus vite. Et donc, qui sera gagnant, qui sera perdant dans cette affaire-là, nul ne saurait le prévoir. Certains chercheurs redoutent néanmoins des mortalités massives de certaines espèces, comme les coraux. Cela a été le cas l'été dernier en Méditerranée lors d'une canicule similaire. Des canicules marines qui, selon les scientifiques du GIEC, pourraient être multipliées par 50 d'ici la fin du siècle, si rien n'est fait d'ici là pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, 2 actualités en lien avec l'Union européenne nous questionnent. Sommes-nous en capacité de financer nos objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 ? La Cour des comptes de l'UE en doute. On va vous expliquer pourquoi. Et puis on se posera aussi la question du pacte vert européen. Sera-t-il vidé de sa contenance, notamment sur la question de la protection de la nature et de la biodiversité ? Des experts du climat et de l'Europe sont avec nous pour en parler. Soyez les bienvenus. David Faranda, bonjour. Climatologue au CNRS, vous êtes connecté avec nous, tout comme Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Merci d'être sur France Info. On est aussi en direct avec Julien Gasparuto, notre correspondant à Bruxelles. Julien, on va revenir sur l'une de ces 2 questions pour commencer ensemble. Un vote a eu lieu en commission environnement ce matin au Parlement, le texte sur la restauration de la nature qui divise fortement. Oui, effectivement. Alors, c'était donc un vote, vous l'avez dit, en commission environnement. Ça veut dire que ce sont les députés qui sont spécialisés sur ces questions d'environnement. La question était de savoir s'ils se prononçaient pour ce texte sur la restauration de la nature, c'est-à-dire qui vise à réhabiliter, à redonner vie aux espaces naturels qui ont été dégradés. Ce texte est l'un des piliers du pacte vert européen qui vise à faire de notre continent, l'Europe, le premier continent au monde neutre en énergie en 2050. Au final, il n'y a pas eu de majorité. 44 députés ont voté pour, 44 ont voté contre. En clair, la gauche et les écologistes ont voté pour, la droite et l'extrême droite ont voté contre, et les votes des centristes se sont dispersés. Faute de majorité, c'est donc un avis négatif, et lors du vote décisif qui aura lieu en juillet, dans quelques semaines, cette fois en session plénière, donc c'est-à-dire avec tous les députés, les députés auront à se prononcer non pas sur une adoption de ce texte, mais sur un rejet du texte, et ce sera donc à ce moment-là qu'on saura si ce texte sur la restauration de la nature est enterré ou pas. Alors, vous restez avec nous, Julien. On va essayer de comprendre ce que contient ce texte. Et pour cela, on va se tourner vers Florent Boutet. Florent, ce pacte vert européen avait pour pilier ce texte-là. Que contient-il ? Oui, c'est vrai, ce pacte vert européen, il avait pour objectif d'être un règlement contraignant pour les États en faveur de la nature et de la biodiversité, car bien souvent, en lieu et place d'un milieu préservé comme ici, on a droit à ça, une nature polluée ou bien souillée par des dizaines d'années de polluants venus se déverser et venus contaminer un milieu naturel. Voilà pourquoi l'objectif c'était de restaurer 20% des terres et des mers dans l'Union européenne d'ici à 2030, et même encore plus ambitieux, tous les écosystèmes dégradés d'ici à 2050.
2050. Et tout ça, eh bien, ça passait par des moyens précis, extrêmement quantifiés. Regardez, retrouver 25 000 kilomètres de plus de cours d'eau s'écoulant librement. Autrement dit, eh bien, remettre en cause les ponts busés, comme ici, vous voyez, ce dispositif qui empêche les poissons de remonter les cours d'eau, ou encore mettre fin à des rivières canalisées, voire certaines qui sont enterrées aujourd'hui. Et puis, pourquoi pas aussi détruire certains petits barrages. Mais autre exemple, il était aussi envisagé de retrouver 10% des surfaces agricoles en les mettant à haute diversité biologique. Ça signifie eh bien réhabiliter des tourbières comme on voit ici, ou encore le retour des haies, voire des arbres en plein milieu de certains champs. Tout ça eh bien pour favoriser le retour d'insectes pollinisateurs ou encore d'oiseaux, autant d'espèces dont les effectifs fondent à vue d'œil depuis ces dernières années. Merci beaucoup Florent pour ces précisions. Davide Faranda, pourquoi les mesures dont on vient de parler avec Florent sont importantes, très importantes aujourd'hui dans le contexte du changement climatique ? Alors la biodiversité est très importante parce que ça nous rend résilients à des événements extrêmes qui peuvent détruire les espèces vivantes et donc après nous affecter d'un point de vue des santé humaine. Donc, je vous fais un exemple. On a beaucoup replanté d'arbres en France, mais en toute en Europe dans les dernières décennies. On l'a fait sans avoir toutes les fois la connaissance de la biodiversité. Donc, on a planté des forêts d'arbres qui sont tous les mêmes types, qui sont conçus par la nature pour grandir et faire leur photosynthèse à certaines hauteurs. On les a mis un peu n'importe où. On les a mis des arbres qui sont tous pareils, et donc ils sont très faciles à être attaqués par les parasites dans des conditions climatiques qui deviennent extrêmes, comme celles qui nous prospectent les rapports du GIEC. Autre exemple, la perte des insectes est aussi un fait très important parce que les insectes sont responsables de tous les cycles dans pollinaison des fleurs et qui après se transmet à toute l'échelle de la chaîne végétale et animale. Et donc, s'il nous manque les insectes, on risque d'interrompre cette chaîne qui est très importante pour la vie humaine, pour l'agriculture et aussi pour tous les êtres animaux et végétaux. Encore une fois, dans les services, vous l'avez dit, c'est aussi un problème pour tout ce qui est cycle de l'eau, parce que les petits barrages, les canalisations empêchent la biodiversité d'un point de vue des rivières. Et en plus de ça, ils empêchent aussi aux fleuves de s'écouler de façon normale. On l'a vu avec les inondations des dernières années en France, mais aussi en Italie, très récemment en Emilia-Romagna. Ça, c'est un problème majeur parce que lorsqu'on a des pluies extrêmes, l'eau reste en surface, elle ne peut pas pénétrer dans les nappes phréatiques et donc il cause des inondations, les inondations qui après représentent aussi un problème pour la population et peuvent causer des dégâts importants. Alors une fois qu'on a fait ce constat-là, Julien, je me tourne vers vous à présent, on se demande ce qui bloque quand même, parce que ça paraît assez clair quand on écoute les scientifiques. Qu'est-ce qui bloque sur le texte qu'on a étudié aujourd'hui en commission environnement ? Dans la société civile, ceux qui s'opposent principalement à ce texte, ce sont surtout les agriculteurs et les pêcheurs. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils redoutent de voir tout simplement leur surface de travail réduite, parce qu'ils ne pourront plus exploiter certaines terres, qu'ils ne pourront plus aller pêcher dans certaines zones maritimes, ou alors parce qu'ils estiment qu'on va leur mettre des bâtons dans les roues. Vous l'avez entendu, pour les agriculteurs, il s'agira peut-être de construire des talus en plein champ. Pour les pêcheurs, il s'agira peut-être de renoncer à certaines pratiques de pêche qui sont très intéressantes pour eux, mais qui sont très néfastes pour l'environnement. Et donc les lobbies de ces deux grands secteurs ont été très intenses ici à Bruxelles. Et leur principal relais, c'est le PPE, le Parti populaire européen, c'est-à-dire la droite classique, qui est aujourd'hui la principale formation au Parlement européen et qui a donc fait un travail très actif. Et d'ailleurs, avant même le vote qui a eu lieu aujourd'hui en commission environnement, il faut savoir que les commissions agriculture et pêche ont elles aussi émis un avis négatif sur ce texte. Jean-Dominique Giuliani, comment vous pourriez qualifier le rapport de l'Union européenne aux questions environnementales ? Parce qu'on voit bien qu'il y a des constats, il y a des ambitions et puis il y a cette question des lobbies. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus trop de questions sur la nécessité de faire des efforts tous azimuts.
il y a des questions qu'on ne se pose pas assez sur les moyens d'y parvenir. C'est très bien de fixer des objectifs très ambitieux, surtout l'Europe toute seule, n'est-ce pas? Alors que les plus grands pollueurs du monde sont la Chine et les États-Unis. Mais ensuite, il faut s'interroger sur les moyens. Or, on découvre que c'est extrêmement coûteux et surtout que ça pose un problème qu'on ne veut pas aborder publiquement. Entre doit-on continuer à croître, à faire croître les économies, ou doit-on décroître? Donc, il y a toute une frange des écologistes qui pensent que la décroissance, c'est l'avenir, mais c'est très difficile à expliquer ça, par exemple, à des agriculteurs qui viennent de subir une réforme de la politique agricole qui va vraisemblablement les obliger à diminuer leur production de 12%, alors que la faim dans le monde progresse. Donc, je pense qu'on ne s'interroge pas assez sur les méthodes. Deuxièmement, tout ceci a un coût et il ne suffit pas d'édicter des interdictions, il faut aussi trouver des moyens d'aider les acteurs tous, citoyens, consommateurs, entreprises, États, à contribuer à cette lutte contre le réchauffement climatique. Et là, je crois que, au niveau national comme au niveau européen, on est très heureux de fixer des objectifs ambitieux. Et je suis persuadé qu'on n'y arrivera pas, c'est ce que vient de dire la Cour des comptes européenne, c'est ce que pense la moitié du Parlement européen aujourd'hui, et c'est une interrogation très forte. Vous avez entendu le président Macron lui-même dire « Attention, il ne faut pas casser nos outils de production, il faut au contraire les transformer ». Ça coûte extrêmement cher. Je sais qu'il y a des plans nationaux, notamment en France, ou dans d'autres pays qui sont très ambitieux, mais il n'y a pas assez d'argent au niveau européen pour accompagner ces objectifs ambitieux. Et donc, aujourd'hui, on se contente plus souvent d'interdire plutôt que de faciliter. Et il faut se comparer avec les autres grands continents du monde, ou les États-Unis qui pratiquent autrement que nous et qui n'aiment pas les réglementations. Nous sommes Européens, nous savons qu'il faut aussi réglementer, qu'il faut aussi de la contrainte, mais les États-Unis mettent énormément d'argent, plus de 700 milliards de dollars, pour aider les entreprises à se transformer. C'est ce qui manque aujourd'hui en Europe pour accélérer la transformation. Alors évidemment, tout le monde est d'accord sur la pollinisation, sur la lutte contre le réchauffement, etc. Mais encore faut-il en avoir les moyens. Et j'ai l'impression qu'on ne les met pas suffisamment. C'est intéressant parce que vous avez évoqué notamment la question de la réglementation et Julien, j'aimerais qu'on y revienne ensemble aussi parce que on se rappelle d'Emmanuel Macron qui a appelé il y a plusieurs semaines déjà à faire une pause dans les normes environnementales, dans la réglementation donc environnementale au niveau européen. On peut avoir le sentiment, quand on voit ce qui se passe avec ce texte sur la nature, qu'il y a une espèce de ras-le-bol dans certains secteurs. Oui, effectivement, c'est un peu la petite musique qui monte. Le PPE, dont je vous parlais tout à l'heure, la droite classique, appelle d'ailleurs depuis des mois à un moratoire sur ces normes environnementales, parce qu'ils estiment donc que cela entrave l'activité des agriculteurs, des pêcheurs, on en a parlé, mais aussi celle des industriels, parce qu'ils estiment qu'en gros, eh bien, il y a trop de nouvelles normes d'un coup à ingurgiter, en gros, pour ces entreprises, et que cela entrave, et votre invité en parlait, la compétitivité avec les autres grandes puissances mondiales. Et c'est sans doute d'ailleurs pour répondre à toutes ces inquiétudes qu'Emmanuel Macron avait appelé effectivement à faire une pause dans les normes environnementales. Alors cela avait suscité un tollé chez les écologistes notamment. Cela avait aussi suscité des critiques ici à la Commission européenne. Le vice-président de la Commission européenne qui est en charge de ces questions d'environnement avait lui répondu qu'il n'était pas du tout le moment de faire une pause. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron a ouvert une brèche. Il s'est quand même expliqué, il a dit que il ne fallait pas revenir sur les textes qui sont actuellement en cours de discussion. Ce qu'il disait, c'était qu'il ne fallait pas aller plus loin, qu'il fallait juste terminer les discussions sur ce texte et pas aller plus loin. Mais en tout cas, il a ouvert une brèche. Et d'ailleurs, le Premier ministre belge lui a emboîté le pas, en quelque sorte, en appelant lui aussi à faire une pause et en allant plus loin parce que lui a, au contraire, dit qu'il fallait peut-être stopper, y compris certains textes qui étaient en discussion, dont celui dont on parle aujourd'hui, celui sur la restauration sur la nature. Alors, cette question des normes environnementales, vous le voyez, c'est vraiment un sujet qui monte. Et un diplomate avec qui j'ai échangé me disait que ça pourrait même devenir peut-être un thème de campagne très fort lors des futures élections européennes qui se dérouleront dans tout juste un an.